Salut les petits scientifiques sur Lucky Science. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie 2 de notre projet Python, qu'on a appelé PyMath, qui a pour rappel l'objectif de contenir une grande quantité de fonctions mathématiques. Aujourd'hui, au programme, sans mauvais jeu de mots, nous allons programmer les fonctions logarithmes et certaines fonctions trigonométriques, notamment sinus et cosinus. Eh ben, allons-y alors. De retour sur Python. Comme j'ai dit, nous allons premièrement commencer avec les fonctions logarithmes. Mais avant qu'on commence la programmation, j'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est les fonctions logarithmes. Donc pour faire simple, les fonctions logarithmes, ce sont les fonctions inverses, entre guillemets, des puissances. Plus rigoureusement, le logarithme en base b de b exposant x, c'est égal à x, avec b strictement positif et pas égal à 1. Dans le même principe, b exposant logarithme en base b de x, c'est aussi égal à x. Donc ça, c'est ce qui définit fondamentalement les fonctions logarithmes. En réalité, il existe deux fonctions logarithmes qui sont les plus utilisées. Le logarithme en base e, qu'on appelle logarithme naturel ou népérien, et le logarithme en base 10, qu'on note par défaut log. Bon, avant de traiter les logarithmes, en réalité, on va définir la fonction exponentielle. C'est simplement e exposant x, en fait. Voilà. Ah, oui, mince, j'ai pas défini e encore. Bon bah allons-y, il faut le définir du coup. Moi je propose de mettre toutes les constantes au-dessus. Voilà, ici j'ai défini une valeur approximative de e. Ok, donc maintenant, de retour sur nos logarithmes. Alors ici on va d'abord définir ln de x. Pourquoi ? En fait, c'est la fonction logarithme qui permet de définir toutes les autres. Parce que logarithme en base b de x, c'est égal à ln de x sur ln de b. Donc c'est pour ça qu'on commence avec celle-là. Et ici, le principe final, qui sera d'ailleurs le même pour la majorité des fonctions qu'on va faire, ce sera d'utiliser ce qu'on appelle les séries de Taylor. Alors si vous savez pas ce que c'est les séries Taylor, eh ben en fait j'en ai fait une vidéo entière là-dessus. Mais grossièrement, on arrive à approximer des fonctions compliquées, entre guillemets, en des fonctions plus simples. Donc en fait, en des polynômes. Et ça se fait avec cette formule. Alors, ne vous inquiétez pas, on va passer tous les détails techniques dans cette vidéo. Mais sachez juste que pour la fonction ln de x, grâce à cette formule, on peut déterminer ce qu'on appelle le développement en série entière de ln de x, qui se note comme ceci. Bon, maintenant, le souci en Python, c'est que, on peut pas faire une somme infinie, Ça semble assez logique. Donc on sera obligé de calculer un nombre fini de termes. Le souci c'est que en fait tel quel, vu que x va de 0 exclu à plus l'infini, et en fait il y aura toujours un moment donné où l'approximation sera plus du tout bonne, même si on met énormément de termes. Là voici visuellement ce que ça donne la fonction ln de x graphiquement en vert, et voici le polynôme de Taylor, donc en fait notre approximation de ln de x, mais avec ici 20 termes. On voit bien que autour de 1 c'est une bonne approximation, mais dès qu'on dépasse 2 ce n'est plus du tout égal. Donc maintenant la question c'est comment on peut ramener x dans un plus petit intervalle, tout en faisant en sorte qu'au final on calcule la bonne valeur de ln de x. Et bien pour ce faire, moi je vous propose ma méthode. Mais avant tout il faut savoir quelques propriétés sur les logarithmes. Plus précisément, n'importe quel logarithme d'un produit, c'est égal au produit des logarithmes, comme montré à l'écran. Et dans le même style, n'importe quel logarithme d'un quotient, c'est la différence de leur logarithme. Et donc ça c'est valable pour n'importe quel logarithme. Mais surtout ici ce qui nous intéresse, c'est le logarithme naturel. Et voyons ce qui se passe si on fait ln de a fois e par exemple. Donc ça fait ln de a plus ln de e, on est d'accord. Sauf que ln de e c'est égal à 1. Pourquoi ? Parce que ça c'est une autre propriété des logarithmes. C'est que logarithme en base b de b, c'est égal à 1 en fait. Donc au final, reformulé autrement, le logarithme naturel d'un nombre multiplié par e, c'est simplement égal au logarithme naturel de ce nombre, mais en rajoutant 1. Et de la même manière, le logarithme naturel d'un nombre divisé par e, c'est juste égal au logarithme naturel de ce nombre, moins 1 cette fois-ci. Et ça c'est deux identités, entre guillemets, qui va nous aider à mettre x dans un plus petit intervalle.
Bon, déjà avant de programmer tout ce que je viens de dire, on va donc comme d'habitude définir des conditions d'erreur. Si x est inférieur ou égal à 0, et ben on élève une erreur parce que du coup c'est pas dans les domaines définis. Du coup ici on va définir un intervalle arbitraire, par exemple 0,5, 1,5. Donc ça veut dire qu'on va ramener x à l'intérieur de ce petit intervalle autour de 1. Et donc ici, lorsque x sera supérieur à notre intervalle, entre guillemets, eh bien on va le diviser par e. Et si au contraire il est plus petit que notre intervalle, eh bien on va le multiplier par e, jusqu'à que x sera à l'intérieur. Donc, tant que x est supérieur à 1,5 du coup, eh bien on divise x par e. Et ici j'ai défini une variable a qui va servir de variable mémoire, entre guillemets, pour retenir lorsqu'on multiplie ou divise par e. Bah oui, parce que si on le garde pas quelque part, au final on calculera pas vraiment ln de x. Donc ici on va ajouter 1 à la variable a. Parce que lorsqu'on divise par e, ça fait ln de x moins 1. Et donc après on veut l'annuler le moins 1. Donc on fait plus 1. Et de la même manière, tant que x est inférieur à 0,5 cette fois-ci, cette fois-ci on multiplie par e et on enlève 1 à la variable a. Nickel. Alors ici on a fait la partie la plus technique on va dire. Mais donc voilà, ici on a réussi à réduire x dans un plus petit intervalle. Et donc ici ça enlève notre problème d'approximation parce que du coup notre polynôme de Taylor est une très bonne approximation autour de 1. Déjà on va créer une variable précision qui permettra de dire combien de termes on calcule. Ici 20 ça a l'air suffisant. On va créer une variable value qui va à la fin correspondre à la valeur de notre logarithme. Et donc maintenant je vous remontre à l'écran la formule qui permet de calculer ln de x, le polynôme de Taylor, avec n égale à 20 dans ce cas là. Ici pour faire simple dans cette somme, k il augmente de 1 à chaque fois, tout en commençant à 1. Donc ça ressemble beaucoup à une boucle for en Python. For i in range 1, du coup c'est à dire qu'on commence à 1, et précision. Et là, tout ce qu'on fait, c'est, vu que c'est une somme, on ajoute à value l'expression qui est dans la somme. Donc voilà, et maintenant on renvoie value sans oublier de rajouter a. Et voilà, juste comme ça, on a fini la fonction logarithme naturel. Donc là maintenant on peut aussitôt la tester. Bon, on peut tester ln de 2, voilà, si on veut. Ouais, donc ça me renvoie ça. Et donc là, ici, j'ai copié-collé la valeur de ma calculatrice pour ln de 2. Et juste en dessous, j'ai mis la valeur qu'a renvoyé ma fonction. Bon, en réalité, si on veut augmenter la précision, il suffit simplement d'augmenter la valeur précision ici. Donc ici, je peux mettre 30 pour être un peu plus précis. Bien. Alors, vu que maintenant, on a défini le logarithme naturel, comme dit précédemment, on peut maintenant définir tous les autres logarithmes à partir de ln de x, avec la formule que je vous ai montrée précédemment. Donc en deuxième lieu, nous allons définir le logarithme en base 10, donc log. Et donc simplement, on renvoie ln de x divisé par ln de 10. Et dans le même principe, on va définir le logarithme en base b dans la forme générale. Donc cette fonction va prendre deux variables cette fois-ci. Il va prendre x, donc l'argument classique, et la base b. Bon, par contre, ici, il faut rajouter d'autres conditions que ln de x ne gère pas directement. B, il ne peut pas être égal à 1. C'est comme dit précédemment. Et donc, sinon, on renvoie la formule générale que je vous ai montrée juste avant, ln de x divisé par ln de b. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de tester toutes ces fonctions. Vous voyez à peu près l'idée, je pense. Maintenant qu'on a fini avec les fonctions logarithmes, nous allons nous attaquer aux fonctions trigonométriques. Ok, donc maintenant, nous pouvons nous occuper des fonctions trigonométriques et nous allons commencer par la fonction sinus. Avant toute chose, ce serait quand même pas mal de définir le nombre pi, qui est nécessaire lorsqu'on manipule des fonctions trigonométriques tout bêtement. Car oui, ici on va parler d'angles en radians uniquement. Et si vous ne savez pas ce que c'est les angles en radians, eh bien désolé pour vous, mais ce n'est pas une vidéo consacrée à la trigonométrie dans le cercle. Bon, déjà avant que je précise un peu plus, on va définir la constante pi, voilà. Mais donc, grossièrement, un radian, c'est la longueur d'un rayon d'un cercle trigonométrique, donc par définition 1, c'est-à-dire, sur la circonférence du cercle. Cela implique par exemple que pi radian c'est égal à 180 degrés,
Et donc 2 pi radians, ça correspond à 360 degrés. Encore une fois, désolé, mais je ne vais pas plus détailler que ça. Mais ici, ce qui va être pratique surtout, c'est le fait que ce principe d'ajouter ou d'enlever 2 pi, en fait, au niveau du cosinus et du sinus, ça ne change rien. Donc on va réutiliser ce principe pour notre fonction sinus, afin de réduire x dans un plus petit intervalle, afin d'utiliser la série de Taylor, comme avant. Ici, spoiler alert, ce sera entre 0 et 2 pi. Donc x égale x modulo 2 fois pi. En fait, ça permet d'enlever tous les multiples de 2 pi qu'il y a dans x. Et donc là, comme tout à l'heure, on va définir une variable précision qui va déterminer le nombre de termes qu'on va calculer pour la série de Taylor de sinus. Et idem, une variable value qui va à la fin renvoyer la valeur du sinus. À l'écran, je vous mets la série de Taylor de sinus. Et donc de la même manière qu'avec le logarithme népérien, on va faire une boucle, donc for i in range. Et ici, il ne faut pas commencer à 1, il faut commencer à 0. Et par défaut, on commence à 0 dans une boucle. Et donc, value, comme tout à l'heure, c'est exactement pareil, on va lui ajouter les valeurs des termes de la série Taylor. Et voilà. Ok, donc maintenant, on peut tester notre fonction. Ici, on va tester sinus de pi demi, qui est censé faire 1. Alors, ouais, voilà, bon. Ça renvoie quasiment 1 avec un petit résidu. Pour légèrement rendre notre fonction sinus plus précise pour certaines valeurs, eh bien on peut tester que si x est un multiple de pi, eh bien ça renvoie 0. Donc au moins ça veut dire que si l'angle qui est donné est un multiple de pi, ça va pas renvoyer approximativement 0. Ça va renvoyer 0 du coup. Par contre, il y a un petit souci dans ce programme, c'est qu'en fait, ici notre x du coup il est contenu dans l'intervalle 0 de pi, ce qui est déjà bien. Mais le souci c'est que c'est pas centré sur 0 cet intervalle. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que la série Taylor de sinus que je vous ai montré est une bonne approximation autour de 0. Donc voilà, ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté plusieurs conditions juste ici, qui permettent de réduire l'angle x dans l'intervalle moins pi demi, en utilisant ce qu'on appelle la parité de la fonction sinus. Car en effet, la fonction sinus est une fonction impaire. Comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon vous pouvez me le demander en commentaire. Ça, c'était pour la fonction sinus. Maintenant, la fonction cosinus, c'est quasiment la même chose. Donc, du coup, premièrement, si x est un multiple impair de pi, ça renvoie 0. C'est un peu comme la fonction sinus de tout à l'heure, mais comme j'ai dit, là, c'est décalé de pi demi. C'est pour ça qu'ici, on met pi demi et non 0. Ensuite, on va donc reprendre x, on va faire comme juste avant, c'est-à-dire que on va enlever tous les multiples de 2pi dans x. Et ensuite, notre variable précision, value, et notre fameuse boucle. De la même manière, je vous montre à l'écran la série de Taylor de cosinus. On remarque d'ailleurs qu'elle ressemble beaucoup à celle de sinus. Plus précisément, dans le sinus, on a des nombres impairs, et pour celle de cosinus, on a des nombres pairs. Et donc ici, dans notre programme Python, on utilise tout simplement l'expression de la série Taylor. Et voilà qui est fait. Et maintenant, on peut du coup tester notre fonction. Ici, on va tester cosinus de pi. C'est censé être égal à moins 1. Et voilà, on voit bien que c'est égal à peu près à moins 1 avec le même résidu de 2. Et ici, encore de la même manière, je réduis l'angle x dans un intervalle plus petit, c'est-à-dire encore moins pi demi et pi demi. Maintenant que la fonction sinus et cosinus sont faites, on peut maintenant facilement définir la tangente. Comment, vous allez me dire ? Je ne sais pas si vous le saviez, mais tangente de x, c'est égal à sinus de x sur cosinus de x. Alors si x est un multiple de pi, la tangente est égale à 0. Et là, c'est la petite nouveauté, il y a certaines valeurs de x qui renvoient une erreur pour la tangente. Pour vous montrer, je vais tracer la fonction tangente sur GeoGebra. Et là, ici, on voit bien qu'il y a certains endroits où la tangente tend vers des extrêmes. Plus précisément, en fait, ce ne sont pas définis pour ces endroits-là, en fait. C'est pour tout ce qui est tangente de pi demi, par exemple, ou tangente de 3 pi demi, etc., etc. Et donc ça, en Python, ça se traduit en vérifiant si x est un multiple impair de pi demi. Donc si c'est le cas, on élève une erreur. Sinon, on renvoie tout simplement sinus de x divisé par cosinus de x.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.